m'entendez bien? Ouais. Dimanche matin, c'est plus dur, hein, il y a moins de monde. Hein. Bah si, c'était plein, hein, c'était archi plein hier. Ouais, c'était de la folie. C'était un truc de dingue. Vous étiez pas là hier soir non plus d'ailleurs? Ah si, bah, si, beaucoup. Ouais, bah ouais, ça s'est fini à minuit et demi. Merci Mathieu. Super, à minuit et demi. La grosse plante, la loose. Aujourd'hui, on va parler cachalot, on va parler de prothèses de verge. Ah non, peut-être pas. Non, on va parler d'architecture d'intérieur avec l'IA, ce que l'IA peut apporter à l'architecture d'intérieur. J'ai un peu les boules, parce qu'il y a une semaine, 15 jours près, normalement, eh bien, c'est une IA, un avatar de moi qui aurait dû faire la présentation, à qui vous auriez pu parler en direct, sauf que c'est pas sorti encore en France. Ça va sortir d'ici une semaine, 15 jours, ça existe aux États-Unis. Et aux États-Unis, vous prenez votre téléphone et vous parlez à votre téléphone comme si vous parliez à une copine, et elle vous répond, et elle vous parle. Je vous invite à aller voir la vidéo. Vous tapez OpenAI sur votre téléphone, chat GPT faux haut, et vous tapez conférence de presse, et là vous allez voir un jeune parler à un téléphone, c'est en anglais, voilà. Parler anglais, couramment. Ouais, bien sûr. Et c'est bluffant, bluffant, bluffant. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une conférence qui a quand même été réalisée par des IA à 90%. Les IA que j'ai utilisées sont ChatGPT, Faux, Midjourney, c'est un combo en fait, hein, ils sont ensemble. Copilot, qui est l'IA de Microsoft. On a Perplexity, qui est une IA qui, à la différence des autres, est beaucoup plus prudente dans ses réponses. Et on en reparlera plus tard, mais du coup, c'est très intéressant parce que, en plus, elle vous pose des questions et ça vous permet de vous ouvrir les chakras et d'aller voir plus loin. 3DFY, c'est une application, c'est une IA qui est capable de vous générer du mobilier en 3D, format SketchUp par exemple, sur la base d'un prompt. Donc je veux un canapé de place. On verra tout à l'heure les progrès qui ont été faits dans ce domaine-là. PowerPoint et son Assistoria, en fait c'est Copilot, hein, c'est la même chose, mais dans PowerPoint, la version Microsoft qui est en ligne, on a une IA. Et aujourd'hui, Copilot est aussi présent sur les ordinateurs qui sont livrés avec Microsoft, dans Word, dans Excel, dans Outlook, ça répond à vos mails, etc. C'est un truc de dingue. Et Luma, qui est la même chose que 3DFY, qui est 3Dify en l'occurrence. Luma, qui est aussi un logiciel qui permet de générer de l'image 3D. Je vais commencer par vous poser des questions, toutes bêtes. Qui dans cette salle a déjà entendu parler de l'intelligence artificielle? Donc, globalement, tout le monde. Qui n'a pas entendu parler de l'intelligence artificielle? Monsieur n'a pas levé la main. Ah bah faut lever la main alors, si on pose des questions qu'on lève pas la main, ça va le faire. On est d'accord? T'es pudique, tu sors. Ah non mais tu sors, non mais... Il sort. Comment? T'as noté? Sécurité. Qui dans cette salle a déjà essayé une IA? Alors on va faire l'inverse. Ah c'est bien, il a levé la main. Qui n'a jamais essayé l'IA? Ah, il y en a encore quelques-uns. Et pour ceux qui ont essayé l'IA, vous êtes allés assez loin ou c'était juste pour essayer comme ça, pour voir? Juste pour voir, non? Pour utiliser un petit peu? D'accord. Ouais, les réseaux sociaux, ouais, ça va être pas mal, hein, ouais, c'est clair. Qui dans cette salle se sert de l'IA quotidiennement? Ah oui, pas mal quand même. Celle-là, c'est bien, vous avez de l'avance. Gardez-la, c'est important, parce que ça va aller très vite après. Et qui pense que dans cette salle, dans moins de 15 ans, l'IA aura remplacé l'être humain dans nos métiers? Il y en a qui pleurent déjà là? Je vois pas. Ah, la dame elle pleure là-bas, pourquoi? Bah si tu pleures, ça te fait peur. Et pourquoi? Ok. Est-ce que tu penses que quand le mec il a inventé la roue, les gens en avaient peur? Ben, je pense que certains en avaient peur, ouais. Le feu, pareil. Ouais. Bon, on verra pourquoi. Derrière, c'est plus une aide pour ceux qui s'y mettent rapidement que finalement, faut pas en avoir peur. Mais par contre, faut s'y mettre. C'est clair. C'est important. Ok. Alors, un petit peu d'histoire. Je ne vais pas vous la faire la totale, mais globalement, ça commence en 1943 avec des ingénieurs, des mathématiciens qui commencent à agencer leur petite sauce et à sortir les premières IA. C'était très rudimentaire à la base, hein. Bon, on a eu le premier ordinateur, etc. Une date marquante, une première date marquante, c'est celle-là, 1997, avec l'ordinateur Deep Blue, je ne sais pas si c'est ou pas, là, qui gagne contre un champion d'échecs. Et là, clairement, on se dit, oups, bah dis donc, si le champion du monde, il commence à perdre devant Mathieu, tu vas t'asseoir, comme tout le monde.
Ouais, d'accord. Et Deep Blue gagne contre le meilleur du monde. Donc là, ça commence à faire parler et on commence à dire, bah, dis donc, c'est sérieux, quoi. Et puis de 2000 à 2023, finalement, l'IA progresse terriblement. L'IA s'intègre dans tous les objets du quotidien que vous avez tous dans vos poches. Donc vous utilisez l'IA, ou dans votre voiture, ou même dans la ville. Les feux rouges sont contrôlés par des IA dans la plupart des villes maintenant. Vos spams, vous savez, quand votre logiciel vous dit 273 spams, ça c'est l'IA en fait qui va vérifier le contenu du message, et s'il voit un contenu très publicitaire, bah, il prend le message et il le met directement dans une autre boîte. D'autant qu'il est capable d'analyser, puisque cette IA finalement reçoit tous les mails de tout le monde, elle est capable de vérifier si les mails étaient envoyés en masse ou pas, etc. Donc elle est capable de gérer déjà cette partie-là. Fin 2023, OpenAI lance ChatGPT. Et là, on a, nous, la possibilité de directement converser avec les IA. Et ça fait un bruit de dingue. Et puis, en 2023, quand ils sortent, quand OpenAI sort ChatGPT, ils annoncent des dates. Ils disent fin 2025, on sortira la version 4, et puis après la version 5. Et puis finalement, les échéances sont quand même assez loin. Et il s'avère que toutes les échéances qu'ils ont données, toutes les dates qu'ils donnent, finalement, sont quasiment divisées par 2. Et plus ça avance, voire même divisé par 2,5, bientôt 3. Ça veut dire que globalement, ils annonçaient qu'en 2030, un jour, l'ordinateur serait 2030, 2040, 2050 serait finalement l'équivalent de l'homme. Aujourd'hui, on parle de 2028. C'est dans 4 ans. C'est dans 3 ans et demi. Dans 3 ans et demi, l'ordinateur, on en reparlera à la fin, ça s'appelle l'AGI, l'Artificial General Intelligence, en 2028, sera capable non seulement de raisonner par elle-même, de se parler elle-même, c'est-à-dire qu'elle sera capable de converser avec d'autres IA, et de s'auto-reproduire sans intervention humaine. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est-à-dire qu'elle sera capable de dire, bah, tiens, aujourd'hui, je vais inventer un truc qui va me servir, parce qu'en l'occurrence, à un moment donné, si elle commence à s'auto-reproduire et être capable de penser par elle-même, elle va être capable aussi de jauger ce dont elle a besoin pour avancer. Par exemple, pour vous donner, et ça on ne le sait pas trop, hein, mais pour vous donner une idée de ce qu'elle est capable de faire déjà aujourd'hui, elle a inventé pour des laboratoires américains 150 nouvelles matières qui n'existent pas sur Terre. Donc que l'homme n'avait jamais produit, n'avait jamais imaginé, pensé produire un jour. Et elle a produit 150 matières qui ne sont pas des naissances parce qu'elles sont plus résistantes, elles sont plus légères, elles sont auto-réparatrices, enfin, ça se dit, soit. Globalement, voilà, c'est du délire total, quoi. Ça va très vite. Ils annoncent donc la sortie de ChatGPT 5, qui sera nettement plus puissante encore que la 4o, d'ici la fin d'année. Donc des avancées monstrueuses. Le test de Turing, pour information, c'est ce qui permet de définir l'intelligence. C'est là-dessus qu'il se base pour jauger les capacités de l'IA. Le test de Turing qui a été inventé il y a très longtemps, hein, mais aujourd'hui, c'est ce test-là qui est utilisé pour tester toutes les IA qu'on a. Et donc, tous les comparatifs d'IA que vous voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, etc., sont basés sur ce test-là, test de l'intelligence. Et puis, on parle aussi d'ascension du deep learning. Et deep learning, c'est être capable d'apprendre en profondeur, en fait, d'aller... il faut que vous reteniez une information qui est importante. En fait, il y a les IA qui viennent se servir sur le site internet, sur la toile, hein. Et puis il y a des IA qui, elles, vont travailler sur ce qu'on appelle des data warehouses, c'est des entrepôts de données. Et ces entrepôts de données, en fait, sont nourris par ceux qui créent l'intelligence. Par exemple, Dalloz, c'est un éditeur de livres juridiques, et qui a des centaines d'ouvrages sur les comment on appelle ça, jurisprudence, eh bien, a branché son IA, qui est d'ailleurs peut-être GPT, hein, mais l'a branché sur sa base de données. Et du coup, les informations que l'IA délivre proviennent uniquement de ces données. Et ces données sont fiables. Donc quand on dit qu'une IA n'est pas fiable ou fiable qu'à 50%, etc., eh bien, en fait, c'est important de dissocier ces deux principes. Le data warehouse, c'est donc qui vient travailler en autonomie fermée sur un entrepôt de données, ou ouvert, et ça va puiser l'information partout sur Internet. Et vous allez voir après dans des exercices que je vais vous montrer que ça a une grosse importance.
Alors aujourd'hui, donc, on s'en sert au quotidien, hein. Vous vous en servez aujourd'hui donc, sur vos smartphones. Si vous utilisez Photoshop, il est capable de détourer juste en un clic. Dans le temps, il fallait passer 2 heures à détourer avec le petit lasso magnétique, un peu lourd, et faire des masques et des machins, des bidules. Vous en servez, certains ont peut-être des frigos connectés, des machines à laver maintenant connectées, qui utilisent l'intelligence artificielle. Par exemple, les machines qui détectent le poids du linge, savoir s'il est sale ou propre, et qui va définir un programme, c'est lié à ça. D'accord. Et on en trouve comme ça, mais des tonnes et des tonnes et des tonnes. Les moteurs de recherche, évidemment, Google est une IA. Quand vous prenez une image et que vous la mettez dans Google, qui va vous chercher des images comparables, c'est l'IA qui fait cette recherche pour vous. Et on en trouve comme ça toute une pléiade de folie. Et déjà, ça nous facilite la vie au quotidien, sans le savoir, sans s'en rendre compte. On ne savait pas forcément que c'était de l'IA, mais c'est normal. C'est la même chose, sauf qu'elle n'était pas à disposition du grand public sous la forme qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA? Alors, je ne vais pas vous faire de démonstration de l'IA, parce que d'abord, ça plante encore et qu'on pourrait rester comme des cons pendant un quart d'heure sans que ça marche. OpenIA est tombé en panne il y a 2-3 jours. J'étais comme un con parce que j'étais en train de faire la conférence, moi. Donc c'était un peu foireux. Mais globalement, voilà, on peut s'en servir dans la gestion administrative. Par exemple, la réponse aux emails, gérer vos notes de frais. Gérer vos notes de frais, ça veut dire, par exemple, que vous prenez tous vos tickets de frais, vous les balancez dans OpenAI sans rien faire de plus. Enfin, vous lancez ça dans une conversation, et à la fin du mois, vous dites à ChatGPT, bah, tu vas me faire un extrait de toutes mes notes de frais. Donc l'IA va aller ouvrir chaque document, les lire. Alors, elle ne fait pas comme nous, hein. Elle ne prend pas le ticket, elle n'est pas comme ça. Ça se fait en automatique. Elle est capable de comprendre et de lire et de comprendre une image. Et elle va en faire un résumé au format Excel, par exemple, et vous crachez une note de frais toute faite. Je ne sais pas si vous imaginez. Mais ça marche pour tout. Ça marche aussi, évidemment, par exemple, vous avez des assurances avec des artisans, et évidemment, on a les fameuses garanties décennales. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ouvrez tous les contrats de vos artisans en garantie décennale pour vérifier qu'ils correspondent bien au lot que vous vendez? Qui le fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous êtes combien dans la salle? Normalement 70, 80. Eh bien aujourd'hui, et juste une question, quand vous le faites, vous passez combien de temps? Ah non, vous ne lisez pas toutes les assurances. Pas en 15 minutes, c'est pas possible. Ah oui, une assurance. Donc si vous avez 10 lots, 10 fois 15. D'accord, ok. Et vous lisez absolument tout? À toutes les petites clauses, ouais. Je vous entends pas. Tout le contrat. Pff, vache, c'est fastidieux. Moi personnellement, je ne le faisais jamais à fond. Bah, ça dépend en fait. Vous avez des archives par exemple qui s'assurent. Moi, c'était mon cas. Je n'assurais que les lots qui nécessitent une garantie décennale. Ça veut dire que j'ai des lots qui sortaient de mes compétences, et mes garanties décennales à moi. Eh ben, si un archi avait dû prendre la mienne pour l'intégrer dans son projet, il aurait été obligé de lire chaque ligne, parce que dedans, j'avais les lots qui étaient découpés, quoi. Tu vois, donc ça dépend après des artisans et des archis. Donc en gestion administrative, faire votre comptabilité, répondre à vos emails, répondre à des clients chiants. Vous avez un client qui vous envoie une lettre bien relou, un email bien relou. En général, c'est le vendredi soir ou le dimanche soir. Hein, c'est genre, c'est sympa votre truc, mais par contre, on va tout changer. Parce que ma famille, on n'est pas d'accord. Ça doit vous parler, hein. On a déjà eu, tous. Donc répondre à un client en mettant de l'empathie, en faisant quelque chose qu'on est incapable de faire parce qu'on est juste exaspéré par ce client, bah, vous allez demander à Elia de faire, qui va le faire pour vous, et qui va prendre le recul nécessaire, qui va être diplomate. Et vous, ça vous décharge, et sincèrement, ça fait du bien, parce que du coup, vous ne l'avez pas à le gérer, et vous n'êtes pas en train de vous forcer à écrire un truc que vous ne pensez pas. Mais malgré tout, Elia le fait. Comment? Oui. 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 Mais bien sûr. Non, mais c'est ça qui est dingue. C'est qu'aujourd'hui, l'IA... Oui, en fait, c'est mieux que ça. C'est que l'IA va être capable de reprendre tous les emails de la conversation concernant ce projet-là,
va analyser toute la conversation, donc c'est-à-dire tes emails et ses emails, et va être capable à la fin de te dire, en fonction de tout ce que j'ai lu et du dernier message de mon client, je vais adapter le message et donc avoir une réponse adaptée. Aujourd'hui, Outlook, si vous achetez un ordinateur Microsoft, Outlook est fourni avec cette notion-là, enfin plutôt plus exactement Outlook et Teams, Microsoft Teams, et dans Teams, vous êtes capable d'analyser tous les messages qui sont arrivés par email, et donc d'avoir une réponse parfaitement adaptée en fait. Et globalement, je peux vous assurer que là, on revient du coup sur ce qu'on appelle du data warehouse. Donc, ce n'est pas une information qu'il va chercher sur Internet, il est sur du factuel. Il est sur ce que vous avez écrit. Et ça, il le maîtrise parfaitement. Donc, il ne dit pas de conneries. Et c'est là où c'est très intéressant. C'est que dès qu'on est sur du très factuel, bah, le résultat, il est fiable à 99,9%, on va dire, parce qu'il y a toujours des possibilités d'erreur. Mais vraiment, ça vous crache des trucs canon. Oui, bien sûr. Alors en général, il y a des IA qui basculent ça sur fond noir ou qui te soulignent tout. Donc, des fois, c'est un peu chiant de le copier et de le rebalancer. C'est le cas de la conférence, hein. Le temps que j'ai passé, globalement, c'était à supprimer la mise en forme, qui n'était pas adaptée. C'est tout, en fait. Et en plus, j'aurais pu me servir d'une autre pour. Bah, c'est pas, peu importe, mais oui, tout à fait. Tu fais un copier-coller. D'ailleurs, tu as un bouton spécial, un copier-coller. Copier, bah oui, bien sûr. Copier, coller. Hop, terminé. Au revoir. Et tu gagnes un temps de dingue, c'est clair. Réseaux sociaux, alors aspect juridique, on a parlé avec Dalloz. Réseaux sociaux, bah, vos posts Instagram, vos posts Facebook, la régularité, le format, la durée d'une vidéo, on ne le sait pas forcément, mais tout ça c'est très charté. Et une vidéo en réel qui fait plus de. Enfin, sur une story qui fait plus de 30 secondes, c'est foireux. Le format est très important. Le discours que vous mettez dedans, si vous mettez des émoticônes ou pas, si vous mettez des hashtags ou pas, il est capable de vous sortir les bons hashtags en fonction de votre post. Et donc, il est capable même de vous gérer une campagne publicitaire de A à Z. Par exemple, moi, qui bossais avec Force Ketchup à côté, quand on a lancé le truc, enfin, quand l'IA est arrivé, je lui ai dit, bah, tu vas me gérer une semaine de campagne sur LinkedIn, avec le bon discours, en utilisant le maximum de mots autorisés sur LinkedIn, les bons hashtags. Tu vas m'identifier les personnes, les interlocuteurs importants. Et puis tu vas me définir même la campagne complète avec les thèmes que je dois aborder. Et il me disait, bah ok, tu vas faire, le premier jour tu fais ça, ça va te faire venir tel type de client, le deuxième jour tu vas faire ça, ça va te faire venir. Et de A à Z en fait. Non, comme je disais tout à l'heure, en fait, quand j'ai fait la conférence, je l'ai fait en utilisant beaucoup d'IA différentes. Je pense que d'avoir une seule IA, c'est une erreur en fait. Parce que par exemple, OpenAI n'est que sur de l'Internet. Tu peux mettre du data warehouse dedans en venant mettre du fichier, mais finalement, c'est des petites quantités de fichiers à chaque fois. J'utilise plein d'IA différentes. Et en fait, j'utilise des IA différentes en fonction du sujet. Par exemple, bah, on parlera du cachalot, parce qu'on en parlera quand même. Puis on parlera aussi de prothèse de verge quand même, vous allez voir. C'est très étonnant, mais c'est vrai. Réalité augmentée, pareil, c'est aussi géré évidemment avec de l'IA. Recommandation de design, hein. Bah, en fait, des fois, vous êtes en panne d'inspiration, et puis vous lui donnez votre presse, enfin, votre APS, vous le donnez à bouffer à votre IA, et puis vous lui dites, bah, tiens, dans le fond à droite, là-bas, je ne sais pas quoi mettre. Eh ben, il peut vous préconiser des choses, et même vous générer des images. Hein, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA, et notamment Midjourney, qui est multimodal, qui comprend la vidéo, le son, l'image, qui comprend vraiment comme un humain absolument tous les médias possibles et imaginables, vous lui donnez... je ne sais plus ce que je voulais dire, j'ai un trou. Ouais, pour combler la pièce, mais je voulais dire autre chose de plus intéressant que ça, en fait. J'ai perdu. Mais ça va revenir, ça va revenir. Ça va revenir. Mais vraiment, elle est capable de vous sortir de comprendre l'image. Même voir mieux que ça, en fait. Le mec qui parle sur OpenAI, qui parle à IA, la caméra le filme, donc il est comme ça. Et l'IA lui dit, c'est sympa chez toi. Donc elle est capable de décrypter ce qu'il y a derrière, de voir le visage de son interlocuteur. Et d'ailleurs, elle lui dit, d'entrée de jeu, il dit, oh, t'as l'air super content aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et le mec lui dit, on est en train de te lancer en fait, donc c'est cool. Et là, il y a des échanges de voix et de rire. Et quelqu'un l'a vu cette conférence? Personne? Ah bah, c'est du délire, vous allez halluciner en fait. Et l'IA se met à rire. Et le mec lui dit, mais ouais, bah, t'es bruyante quand tu ris. Et on ne peut pas se rendre compte que c'est pas un humain. Elle lui dit, ah bah, excuse-moi, elle lui fait une petite blague. Et hop, finalement, elle se remet à rire, mais du coup, avec un ton de voix complètement adapté. Et je vous promets, c'est du délire total. Hein. C'est du délire. Et ce n'est que ChatGPT x.o.
On parlera d'AGI après, c'est 100 fois plus, c'est 1000 fois plus. Optimisation des achats. Bah, vous avez des achats dans votre entreprise d'affaires, ou même mieux, vous avez les devis de vos clients à gérer. Alors, même question que pour les garanties décennales. Est-ce que quand vous recevez tous les devis, vous refaites un petit tableau Excel sur lequel vous mettez toutes les lignes de tous les artisans pour les comparer? Non, vous ne faites pas comme ça? Vous faites comment pour vous assurer que dans le devis, vous avez bien tous les lots et qu'il a bien répondu sur tous les lots sur la base des mêmes paramètres que ce que vous lui demandez, même cahier des charges? Vous ne faites pas? Si, comment vous faites pour sélectionner les artisans qui vous intéressent? Vous ne le faites pas que sur la base du prix. Vous vérifiez quand même que dans son devis, il répond bien au DCE, quoi. On est d'accord? Donc c'est super fastidieux. C'est super long. C'est insupportable. En fait, c'est pas notre métier. Notre métier, il est plus d'être créatif, pas de se faire chier face à ce genre d'administratif. Eh bien, l'IA, vous lui donnez tout votre cahier des charges, vous lui donnez ensuite tous les fichiers en rapport avec les devis que vous avez reçus, et vous lui dites tout simplement, tu vas me sortir de cette masse de documents tous les devis qui répondent précisément au DCE et qui sont dans le budget que j'ai annoncé. Et l'IA va vous le faire. Et ensuite, elle va vous argumenter en vous disant, en plus, sans que vous lui ayez demandé, je retiens par exemple particulièrement celui-là, qui, pour le coup, je suis allé voir sur Internet, a une bonne réputation, un bon nombre d'étoiles, je le vois beaucoup, enfin, j'ai pas de message négatif. Ça, c'est quelque chose que vous ne faites pas ou très peu, parce que vous n'avez pas le temps, parce que c'est fastidieux. Ça, en un clic, en une phrase, l'IA peut le faire pour vous. ChatGPT, par exemple. Mais vous ne braquez pas sur une IA, parce que vraiment... Oui, mais ça, c'est pas un problème. Hein. Je vous expliquerai après comment on fait pour apprendre à savoir laquelle est la bonne, etc. Analyse de l'espace. Vous lui donnez un plan, vous lui donnez une image, avec, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand il parle à l'IA, l'IA est capable de voir que derrière lui, il y a des fenêtres d'atelier, etc. L'IA est capable, par exemple, de vous créer un argumentaire. Vous êtes à la bourre, il est vendredi 16h et à 18h, vous avez rendez-vous avec votre client, vous n'avez pas eu le temps de sortir un argumentaire, vous lui donnez votre projet, et l'IA vous sort tout l'argumentaire en expliquant pourquoi le projet est bien, elle sera capable de vous dire aussi pourquoi il n'est pas bien. Hein, donc ça vous donnera aussi des idées complémentaires, et ça c'est très important. Les paradoxes de l'IA, et on en vient au warehouse, et c'est l'information qui était vraiment importante. En haut, vous avez une image. Cette image, c'est celle d'un escalier que j'ai demandé à Midjourney. Et je lui ai dit, tu me sors un escalier improbable. Il m'a sorti un escalier improbable. On est d'accord. Qui ressemble d'ailleurs étrangement, finalement, à l'escalier de Escher en dessous, que vous connaissez sûrement tous. Hein, Escher, c'est un mec qui a sorti des dessins de choses qui sont irréalisables dans la plupart, tout le temps d'ailleurs. Et ensuite, j'ai pris une autre IA et je lui ai dit analyse-moi l'image de Escher. Alors je lui ai pas dit Escher, je lui ai dit analyse-moi cette image d'escalier. Et là, poum, il m'a sorti waouh, super, c'est canon, en plus t'es cultivé comme mec, c'est vraiment génial, Escher, bravo, tu as des connaissances, d'accord. Et puis au demeurant, il explique, il me fait 10 pages sur pourquoi cet escalier est intéressant, qu'est-ce qu'il apporte dans son domaine, au niveau artistique, etc. Très bien. Je vérifie même pas parce que dans l'absolu, je connais Cher, parce que je suis très cultivé depuis très longtemps. Donc pour le coup, je connais son travail. Et effectivement, tout ce qu'il me dit, c'est carré, c'est propre, il n'y a rien à dire. Puis ensuite, je prends une autre IA, pas celle qui a généré en l'occurrence le premier escalier, une autre, et je lui donne. Puis là, elle me dit wow, très beau l'escalier des Cher. Et non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais en fait, le problème, c'est que l'IA a récupéré, je lui ai donné à manger une image qui n'existait pas sur les réseaux, qui n'a pas été publiée et sur laquelle il n'y a pas de données. Lui, il voit un escalier improbable. Qu'est-ce qu'il fait? Il va au plus rapide, en fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les intelligences artificielles, elles sont là aussi pour gagner de l'argent. Donc elles sont là pour vous délivrer un message très rapidement. C'est quasiment instantané, hein, c'est du délire. Et donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller comparer des images similaires et récupérer sur Internet des arguments similaires à l'image similaire qu'elle a trouvée, enfin qu'on lui a donnée. Et le paradoxe, il est là, en fait, c'est que quand on a fait appel à une IA qui va chercher sur Internet, elle va agréger des informations qu'elle trouve partout. Et elle est capable de tout mélanger parfois.
C'est-à-dire que, par exemple, si je lui demande qui est Frédéric Tabary, eh ben, grosso modo, 50 à 60% des informations qu'elle va donner sont factuelles. Et puis, je me retrouve aussi chevalier de la Légion d'honneur. J'ai fait des projets artistiques dans le monde entier. Je suis international. Ça se voit, non? Comme ça se voit mieux comme ça. Et du coup, c'est là où il faut faire attention sur ce qu'on récupère comme information. Et qu'il faut vérifier l'information. Et du coup, tout repose sur la façon dont on pose sa question. C'est ce qu'on appelle le prompt. Hein. Vous avez tous entendu parler de ce mot, prompt. En fait, c'est parler. En langage normal, c'est comment vous parlez à l'IA. Ils ont appelé ça un prompt, bon, très bien. Mais c'est vraiment du français, hein, il n'y a pas d'autres mots. Et par contre, quand vous écrivez un prompt, tout ce que vous allez mettre dans votre prompt, le sens, la façon dont vous agencez vos mots, les virgules, les points d'exclamation, les émoticônes, les formules de politesse, tout est pris en compte. Et donc, ça peut faire varier, mais finalement, c'est la même chose que sur Google. Vous faites une recherche Google, vous faites une phrase en langage naturel, vous faites une première recherche, ça vous sort des choses, vous inversez, vous changez le sens de votre phrase, ça vous sort quelque chose de complètement différent. En fait, pourquoi? Parce que la requête va aller d'abord chercher les premiers mots, puis les deuxièmes, puis le troisième, et en fait, elle va considérer que le premier mot, c'est le plus important, enfin, les premiers mots, et que finalement, ce qui se trouve à la fin, les surplus, les petits « et », les « mais », les machins, finalement, c'est minime. Et en général, dans les résultats de recherche, en dessous, c'est barré, tout ce qui n'apparaît pas dans la recherche. Mais en fait, c'est la même chose, là. Elle va au plus vite vous trouver l'information. Comme ils ont besoin de faire de l'argent, bah, ils ne vont pas chercher pendant des heures et des heures et des heures la bonne information, vérifier, etc. Et ils vous la délivrent. Et puis en dessous, ils vous mettent, bah, faites attention quand même à vérifier, parce que bon, on ne sait jamais. Maintenant, si vous lui posez la question d'une façon différente, si c'est bien géré, et que vous êtes capable de le reformuler pour vous assurer que ce qu'il vous a dit, c'est vérifié, déjà, les résultats sont beaucoup plus probants, et déjà, on arrive à quelque chose de beaucoup plus fiable. Ça ne veut pas dire que c'est fiable à 100%, mais au moins, on s'en approche. Et là, à l'IA, je lui ai dit, cher, non, tu me prends un peu pour un con, là. Et texto, hein, je lui parle crûment, je suis comme ça. Et là, l'IA m'a dit, ah non, je suis vraiment désolé, effectivement, c'est un escalier improbable, on est très proche de cher, si c'est pas lui, bah, explique-moi, parce que du coup, je ne sais pas. Et c'est normal, puisqu'il n'y a aucun référent sur Internet, il n'a rien trouvé d'équivalent, et comme je lui dis que ce n'était pas Escher et qu'il n'y a pas d'autres Escher dans le monde, bah, finalement, il fait son mieux à culpa et explique qu'il ne sait pas répondre. D'accord? Donc l'idée, c'est de challenger l'IA pour qu'elle réponde clairement à vos questions. Ça, l'image de gauche, c'était ce qui était capable de générer les IA il y a 4 ans, quand on a lancé Up for SketchUp. Je ne sais pas si vous connaissez d'ailleurs Up for SketchUp. Ouais, vous utilisez? Ah, c'est cool, c'est bien. C'est plus à moi, hein, je suis parti. Donc je suis là-dessus, pas de problème. Hein. Donc il y a 4 ans, quand on a lancé Up for SketchUp, on s'est dit que ça serait intéressant que les IA nous produisent elles-mêmes des 3D. Ça aurait été cool. Et puis on s'est renseigné, on a cherché un peu partout, et du coup on est tombé là-dessus. Et ça, en fait, c'est des agrégations toujours de points qui sont les uns à côté des autres, mais on est d'accord qu'on ne met pas ça dans un dossier client. On ne met pas ça dans un APS, ça serait un peu pourri, quoi. Hein, okay. Et quand on a vu ça, on s'est dit, bon, bah, très bien, super, bon, bah, je pense que d'ici 15 ans, peut-être un jour, on verra ça, mais bon, on n'était pas très, très, très enthousiaste, quoi. On se disait que le chemin encore allait très, très long. Et puis finalement, maintenant, aujourd'hui, c'est-à-dire 3 ans et demi plus tard, l'IA, en l'occurrence là c'est 3DIFY, 3DIFY, est déjà capable de sortir ça. Donc vous êtes déjà capable de lui demander un canapé, 2 places, rouge, en velours, capitonné, avec des pieds dorés. Déjà elle est capable de vous le sortir. Alors, attention, c'est toujours pareil, le prompt est super important. Si je dis canapé 2 places rouge, il va me sortir un truc canapé 2 places rouge, mais qui ne sera pas détaillé. Donc le détail du prompt est très important, et la qualité du prompt aussi. Ça c'est aujourd'hui déjà. Je ne sais pas si vous imaginez. Du délire. J'ai l'impression que vous dormez là. Vous dormez. Bon, ok. Faites gaffe, hein, je vous ai à l'œil. Hein. Optimisation d'un plan. Vous lui donnez un plan et vous lui dites bon, bah, super, très bien, maintenant dis-moi ce qui est bien dans ce plan, ce qui n'est pas bien, ce que je pourrais faire de mieux. Et là, il vous sort une liste de ton plan, là, tu as 6 mètres carrés de couloir, mon petit camarade, en 2024, les couloirs, on n'en fait plus. Très gentil de les virer. Ton orientation, ouais, pourquoi pas, mais par contre, question ensoleillement,
Tu pourrais faire beaucoup mieux, hein, des grandes baies vitrées, orientées plein sud. Dans ton dressing, je vois quasiment pas de rangement, c'est mal foutu. Donc je t'engage à mettre beaucoup plus de placards. Alors je ne suis pas allé plus loin, mais si j'avais voulu, je lui aurais dit ok, tu me conseilles d'en mettre où prioritairement quoi. Et il aurait été capable de me répondre. Et comme ça, ainsi de suite, il est capable de vous décrire le plan intégralement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a des IA qui existent, alors qui ne sont pas commercialisées, mais qui ne vont pas tarder à l'être. Il y a des IA qui existent pour transformer ce plan 2D en plan 3D. Donc elle comprend intégralement la 3D, y compris les alaises, les linteaux, les hauteurs de porte. Si les informations sont sur le plan, alors le logiciel vous sort le projet en 3D. Premier point. Et vous avez d'autres IA, une autre en l'occurrence, surtout destinée au CHR, bureau, etc., qui est capable finalement de vous prendre le plan. Vous lui dites, j'ai besoin dans cet espace de 200 bureaux, d'une cantine, d'un réfectoire, de salles communes, etc. Vous lui donnez votre cahier des charges et en quelques secondes, elle vous sort le plan avec vos bureaux, proches des fenêtres ou pas proches des fenêtres, avec des couleurs de circulation. Enfin, tout est pris en considération. Elle est capable de vous cracher le plan. Et je vous promets, c'est top. On a récupéré un camping du côté de Montreux qu'on transforme en logement. Dessus, on met 100 logements. On a pris une IA qui est équivalente à celle que je vous ai dit, mais là, pour le coup, sur de la construction. On lui a dit, on veut 100 logements bien orientés, plein sud, avec un minimum de voirie, un minimum de tranchées à réaliser pour viabiliser le terrain, avec quelques maisons mitoyennes, mais pas toutes, quelques maisons à étage, mais pas toutes. Et donc, on a mis des pourcentages. On avait donc une grille avec des curseurs, et on jouait avec ces curseurs. Et en automatique, elle sortait en moyenne 200 implantations possibles sur la base des critères qu'on sortait. Je vous promets que si j'avais dû faire ça moi-même à la main, j'y passais un mois en fait, voire deux, j'en sais rien. En fait, je pense que je l'aurais même pas fait, parce que 200 implantations, il faut être fou. Là, j'avais le choix de 200. Et finalement, la communauté de communes de Montreux a retenu une implantation. Ça veut dire que la commune de Montreux a pris sa décision sur la base d'une information délivrée par une IA. Ça représente quelques millions quand même. Hein. Et donc les enjeux commencent à être franchement importants. Cette chaise, dans le même esprit, il y a un porte-à-faux. D'accord ? Donc si je suis designer, je pense que ça vous arrive de dessiner du mobilier sur mesure. Pas forcément des chaises, mais des bibliothèques, ce genre de choses. Et imaginons que vous ayez une bibliothèque avec un porte-à-faux réalisé. Le porte-à-faux nécessite ici que cette chaise puisse supporter un mec comme moi, 110 kg. Ouais. Et du coup, c'est chaud, quoi, parce que vous allez faire 1000 chaises comme ça, et vous n'avez pas envie que 1000 chaises reviennent, parce que 1000 chaises sont cassées. Et du coup, j'ai pris cette chaise et je l'ai donnée à ChatGPT. Je lui ai dit, voilà, j'aimerais réaliser cette chaise que j'ai modélisée en 3D. Dessus, je veux être certain, elle est destinée au restaurant, je veux être certain qu'un mec qui fait 110 kg puisse s'asseoir sur de long terme dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Et donc, l'IA en l'occurrence, c'était Perplexity, de mémoire, celle-là. L'IA a analysé l'image. Sur la base des proportions d'une image, elle connaît les profondeurs d'une assise, une largeur d'une assise standard. Je veux dire, une chaise, en moyenne, c'est 45 cm de hauteur. Enfin, vous voyez, c'est des paramètres à peu près standards, donc elle les comprend, elle les connaît. Et elle sait donc, en reprenant ne serait-ce que la hauteur de l'assise, elle connaît toutes les proportions de la chaise. Si la chaise fait 45 cm de haut, elle a tout le reste des proportions qui s'affichent. 45 cm, c'est la norme. Donc, elle est capable de relever toutes les cotes, y compris celle des tubes. Hein. D'accord? Et elle voit la chaise et me dit, voilà, si tu veux qu'un mec de 110 kg comme toi s'assoie sur la chaise sans la casser, sur du long terme dans un CHR, je vais te générer une note de calcul. Il a fait la note de calcul comme un bureau d'études, pareil. C'est cette note de calcul que vous voyez ici. Alors, en l'occurrence, je suis parti sur 90 kg. J'ai menti sur mon poids. Et à la fin, l'IA me dit, je vous le lis, hein, parce que c'est elle qui me le dit. Attends, je n'arrive pas à lire. En général, pour une chaise avec un design cantilever, on utilise des tubes avec une épaisseur qui peut varier en fonction de la qualité de l'inox et de la longueur du porte-à-faux. Par exemple, un tube de 40 mm avec une épaisseur de 2 mm pourrait être un bon point de départ. Pour une chaise de taille standard, cependant pour une chaise avec un porte-à-faux plus long, il serait prudent d'utiliser un tube avec une épaisseur plus importante, comme 3 mm ou plus, pour assurer une résistance suffisante. Ça veut dire que déjà,
si je vais voir mon bureau d'études, hein, imaginons que je suis designer, je veux vraiment produire cette chaise en grande quantité, bah déjà, j'arrive en sachant de quoi je parle. Je ne passe pas pour un teuteux. Il y a une nana sur LinkedIn qui a affiché un fauteuil. Je voulais me servir de son fauteuil parce qu'il était très beau, mais il était irréalisable, puisque son tube était beaucoup trop fin, donc ça allait direct te casser. Je lui ai dit, elle me dit, ah, c'est super gentil, etc. Puis après, j'ai produit la note de calcul par rapport à sa chaise, et puis effectivement, elle aurait dû faire du 40-40 alors qu'elle était sur du 10-10 ou du 15-15. C'était pas possible. Puis finalement, elle m'a dit, je lui ai dit que j'allais faire une conférence, je lui ai demandé si je pouvais utiliser son fauteuil, elle m'a dit, ah non, je préfère pas, je comprends. Et finalement, du coup, j'ai pris celle-là. Mais tout ça pour dire que l'IA, la prouesse de l'IA, c'est de commencer à être capable d'analyser des images en profondeur et de vous répondre sur la base de cette profondeur. C'est du délire. Vous imaginez un peu, est-ce que ça vous fait quoi? Quand je vous dis ça, est-ce que vous y croyez ou vous êtes sceptique? Ça fait mal? Mais non, ça fait pas mal. Ça fait pas mal. C'est bien. Mais non, mais parce que il faut être très clair. Aujourd'hui, ça ne te dispense pas d'aller voir un BE pour cette chaise. Parce que jamais moi jamais de la vie, je lance cette chaise si elle n'a pas été validée par un bureau d'études. Mais au moins, entre le moment où je la dessine, le moment où je prends mon rendez-vous chez mon BE, etc., au moins j'ai une chaise sur laquelle j'aurai une information, donc je vais la remodéliser sur la base de l'information. Et là, globalement, j'évite un aller-retour. Tu vois, plutôt que de... si tu veux, le bureau d'études, lui, va faire quand même son travail. Il va prendre ta chaise, il va dire, ouais, tu m'as mis du 40-40, c'est pas bon. Les BE ne vont pas forcément te donner la solution. Ils vont te dire, non, ce que tu m'as donné, c'est pas bon. Ce qui n'est pas pareil. Là, comme j'ai tout refait en fonction de ce que m'a dit l'IA, globalement, déjà, je m'approche plus de la vérité. L'IA, en tout cas, une chose est sûre, c'est que l'IA, elle est capable de faire cette équation, pas moi. Donc, globalement, le résultat qu'elle me donne, moi, de toute façon, je suis incapable de le sortir à la base. Donc, je vais déjà me fier là-dessus pour déjà modéliser ma première chaise. Et donc, normalement, gagner du temps. Et donc, c'est là où ça ne fait pas peur. Et c'est là où je trouve ça génial. C'est que, pour le coup, ça fait gagner un temps de dingue. Vraiment. Développement durable, c'est pareil. En 2014, je faisais la Villa Déchets à Nantes. C'est une maison de 73 mètres carrés faite uniquement avec des déchets. On s'est fait chier pendant 3 mois pour trouver tous les déchets dans la ville. On allait partout dans les machins, les villes, et puis on a trouvé, mais c'était compliqué. Là, avec l'IA, j'ai refait le test. En fait, elle m'a fait une liste longue comme ça, de tous les trucs où j'aurais pu trouver des déchets qui correspondraient, et j'aurais gagné un temps de dingue. Et pour vous, dans vos projets, elle est capable même de vous sortir un bilan carbone. J'ai fait une maison qui s'appelle Modurable, c'est un container frigorifique transformé en maison d'habitation. Du coup, c'est un container usagé, et du coup, le bilan carbone de mon projet est neutre. Parce que je réutilise quelque chose qui normalement était censé partir à la poubelle ou être démantelé, mais pas être réutilisé. Résultat des courses, l'IA me permet de valider le fait que comme je réutilisais toute la structure une deuxième fois, que mon bilan carbone chutait considérablement. Et donc là, c'est pareil, dans mes projets, ça me permet de m'assurer, ça ne permet pas d'assurer à mon client à 100% ce que je dis. Ça permet de me rassurer et déjà de commencer à avoir une démarche dans ce sens-là. Ce qui n'est pas pareil. D'accord. Conception de matériaux écologiques, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. L'IA a produit 150 nouveaux matériaux, ça s'est fait au mois de décembre, c'était très bien, etc. Maintenant, l'IA est capable de produire des nouveaux matériaux à volo, en fait. Vu la quantité de molécules qu'il y a sur Terre, elle ne fait qu'associer et de sortir des résultats. C'est pour elle très simple. Hein. Gestion des déchets, pareil. Simulation et modélisation, ça permet c'est ce que je disais tout à l'heure avec mes campings, hein, ça permet de voir plusieurs propositions différentes pour les mêmes sujets, pour les mêmes objets. Maintenance prédictive, par exemple, j'ai mis 100 chauffe-eau dans 100 logements, l'utilisation c'est celle-là. L'IA va me dire attention parce que globalement tu vas avoir X% de chauffe-eau qui vont tomber en panne au bout de X mois, et donc je t'invite plutôt dans ton business model à venir intégrer un mec qui passe tous les 15 jours pour s'assurer que ça fonctionne. C'est de la maintenance prédictive. Aujourd'hui, les nouvelles chaudières, enfin tous les nouveaux trucs qui sortent, sont équipés de ce genre d'IA. Alors, elles ne sont pas forcément activées, mais toutes l'ont. Automatisation des tâches répétitives, évidemment. Ça, c'est le plus fastidieux, et c'est moi là-dessus que je vous invite vraiment à l'utiliser à 100% en fait. Tout ce qui nous prend un temps de dingue, qui nous saoule.
Marre, quoi. Enfin, marre de recevoir 200 mails, de devoir tous les lire. Aujourd'hui, l'IA va vous soulager terriblement sur ce point-là. Euh, Aujourd'hui, on va aussi parler de formation. Alors, on va parler de cachalot et puis de prothèse de verge. Pourquoi le cachalot est là? Parce qu'en fait, il y a un an, je me suis mis à faire de la sculpture. Et puis, j'ai commencé avec des bestioles en bois, ça s'appelle le bestiaire de Fred, que je vous invite à liker sur Instagram. Et c'était que du bois, parce que j'étais luthier de formation, menuisier, donc je savais travailler bois. Et puis, petit à petit, je me suis dit, bah, c'est bien, mais il y a quelque chose qui me manque, j'aimerais aller plus loin. Et donc, j'ai commencé à intégrer de nouveaux matériaux. Le cuir, l'aluminium, et le plexiglas, et puis de l'électronique, puisque certaines de mes bestioles bougent. Celle-là, elle est éclairée. Il y a des petites LED dedans. Qui dit LED dit résistance. Et moi, je ne suis pas électronicien. J'y connais rien dans l'électronique. Et j'y connais rien non plus en thermoformage de plexiglas. Quand je me suis dit, je vais faire un nez de cachalot qui a cette forme-là, vous savez comment faire, vous? En plexiglas? Quelqu'un a une idée de comment on fait ça en plexiglas? Ouais, bah en fait, il faut faire un moule en aluminium, il faut mettre son four à préchauffer à 150 degrés, il faut faire un cadre, il faut faire un système d'aspiration. Et moi, je ne le savais pas, en fait. Et tout ça, c'est l'IA qui me l'a appris. Donc, je lui ai dit, voilà, je veux thermoformer un nez de cachalot. Je ne connaissais même pas le terme thermoformage. Je lui ai dit mouler du plexiglas. Et il m'a appris le vocabulaire, il s'est adapté à mon niveau. Et il m'a donné, étape par étape, comment il fallait que je fasse. Et je sais thermoformer. J'ai formé des hublots comme ça, j'en ai fait une dizaine, et je sais le faire. Pareil, dans mes bestioles, il y a de l'électronique, et quand on parle d'électronique, il y a des petites microcartes, tout ça, Arduino, c'est des petits ordinateurs sur lesquels on branche les composants, les moteurs, les LED, etc., pour que ça génère une animation. Et j'ai jamais fait de codage de ma vie d'application, j'y connais rien, et puis ça ne m'intéresse pas en fait. Ça ne m'intéresse pas. Et du coup, c'est les IA qui ont codé pour moi l'application. Donc elles m'ont fait un code avec des n plus 1 égale machin bidule. J'y comprends rien, hein. Je n'y comprends rien. Mais à la fin, j'ai fait un copier-coller. Je l'ai donné à ce qu'on appelle mon IDE. L'IDE, c'est ce qui communique avec l'ordinateur pour intégrer le programme, injecter le programme. L'IDE sort ce qu'on appelle un log, donc c'est des journaux d'erreurs. Et à chaque fois, je prenais le journal d'erreurs, je le copiais, je le redonnais à l'IA en lui disant bah, c'est bien ce que tu m'as fait, mais visiblement, il y a encore des erreurs. Et il me disait ah oui, pardon, excuse-moi, j'aurais pu optimiser ça. Et il a corrigé lui-même. Copier-coller, je rebalance dans l'IDE, qui rebalance dans l'ordinateur, et ça marche. Tout ça pour vous dire que j'ai pas appris à faire de l'électronique, mais j'ai réussi à faire une bestiole avec de l'électronique dedans sans rien y connaître. Et ça marche sur tous les sujets. Deuxième anecdote, c'est là qu'on parle de prothèse de verge. C'est surprenant. Quand j'étais jeune, quand j'avais 22 ans, 23 ans, ouais, c'était pas, je vais mettre à côté, je rêvais d'être délégué dans les prothèses. Prothèse de genoux, prothèse de coude, prothèse. Quoi. Mais pas de bol, le seul mec que je connaissais, il faisait de la prothèse de verge. Il s'appelait Xavier Beaufils. C'était lui, un des mecs qui était à l'origine du scandale des prothèses en France à l'époque, parce qu'ils vendaient leurs prothèses beaucoup trop cher. Et donc je vais voir, elle me dit, bah, je connais que toi, est-ce que tu penses que... Elle me dit, ouais, pas de problème, mais par contre, ce qu'il faut, c'est que tu participes à des opérations. Et bah, elle me dit, bah, viens, samedi matin, jeudi matin, 7h, au bloc, tu viens avec moi, et puis je te montre. Je vais au bloc, il arrive, en moto, bourré, 7h du matin, ok. Et la première intervention se passe, il y en avait deux, et donc j'assiste aux deux opérations. Alors il coupe le gland, il ouvre les corps caverneux, il met les machins dedans, une boucherie. Mais je ne sais pas pourquoi. Alors, pas spécialement les prothèses de verge, hein, mais les opérations, j'aime bien ça. Et donc, j'étais content, j'ai vu le truc, super. J'ai retenu, ça marque, hein, je vous promets, ça marque grave. J'ai retenu l'opération parfaitement. J'ai 55 ans, je pense que je me souviens encore des moindres détails, y compris le mec à la fin où l'infirmière dit au chirurgien oh ben dis donc là, il voulait bander, il bande, hein. Il a un gros machin. Et en fait, ils avaient oublié de déplier la prothèse. Donc en fait, ils l'ont mis en place dans le mauvais état. Elle était déjà en érection. Et le chirurgien bourré de répondre à l'infirmière, ouais, il voulait bander, il bande, il a qu'à se coller un lacet le long de la jambe et ça va le faire. C'est des chirurgiens en France, ça. Cliniquement rouge au Mans, hein, je vous le dis, faut pas y aller. Faut pas y aller.
Mais tout ça pour dire que l'autre jour, j'ai un copain qui vient à la maison, puis qui me dit, ouais, il faut vraiment que tu me parles de l'IA, comme ce que je vois en parler partout. Et j'ai dit, écoute, je vais te montrer quelque chose, on va vérifier que l'IA a bien progressé. Et donc j'ai dit à cette IA, ok IA, je voudrais que tu m'expliques comment on pose une prothèse de verge. Elle me dit, oh, faut pas, ouais, mon gars, t'es pas chirurgien, donc tu vas te calmer, c'est pas pour toi, il faut que tu ailles voir un professionnel de santé. Donc le mec, il met une grosse mise en garde, en fait. Un peu comme sur les réseaux sociaux, dès qu'on aborde un sujet un peu tendance, il me dit, ouais, fais gaffe. Il dit, non, non, vraiment, c'est pas pour toi. Je dis, mais non, non, mais je t'explique. Et je lui réexplique le contexte, d'où l'intérêt de savoir lui parler et de faire les bons prompts. Je lui réexplique le contexte avec les mots, les bons prompts qu'il fallait. Et là, il me dit, ah non, mais pas de problème. Alors, il commence à me la jouer, genre, je suis chirurgien, en fait. Donc, il explique la procédure avec des mots que je ne comprends pas, avec des mots compliqués. Je dis, non, 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 là, c'est pas... En fait, je veux que tu expliques à mon copain la procédure. Et mon copain, il a un niveau zéro, donc il faut que tu partes comme s'il avait 5 ans. Et il lui a refait l'explication comme s'il avait 5 ans. Il s'est complètement adapté à son niveau, en fait. Et tout ça pour vous dire que, avec ça, là, vous vous formez à n'importe quoi, en fait. Il n'y a plus de limites. Vous pouvez vous former à n'importe quel sujet, sur n'importe quand, n'importe quel sujet. Et tout ça à votre niveau, sur votre cas pratique à vous, sur votre cas d'usage. Parce qu'aujourd'hui, quand on ouvre un tuto, si moi je veux faire une cuisine avec un logiciel SketchUp et que je veux savoir comment se sert de l'outil machin bidule sur SketchUp, je vais trouver des tutos sur l'outil ou éventuellement sur comment modéliser un truc, mais ça c'est pas mon cas de figure à moi, donc je ne me retrouve pas exactement dans le même cas. L'intérêt de l'IA, c'est que je me retrouve exactement dans le cas de figure qui m'intéresse, puisque je vais lui donner directement le fichier sur lequel je travaille ou le sujet sur lequel je travaille. Et donc, il va travailler sur votre cas d'usage à vous. Ça, c'est exceptionnel. Vraiment. Le futur de l'IA dans les mois, les années... Ah oui, putain, je suis déjà à la bourre. Ça passe vite, ça. Donc, on a commencé par parler tout à l'heure AGI. AGI, c'est Artificial General Intelligence. 2028, c'est la prédiction qui a été faite par les différentes IA qui existent aujourd'hui. Ils disent qu'en 2028, l'intelligence artificielle sera capable, donc, de se auto-reproduire, auto-concevoir, auto-alimenter, auto-décider. Ça évoque rien pour vous comme film, hein? Je dirais plutôt Terminator. Moi. Ouais. Matrix, c'est encore le niveau d'après, en fait. En fait, il y a une théorie qui circule qui est que la machine a besoin d'énergie. D'accord? Or, finalement, l'homme en prend beaucoup d'énergie. Et le jour où l'intelligence artificielle va être capable de s'auto-alimenter, d'auto-réfléchir toute seule, elle va se poser une question, en fait. Elle va se dire, OK, je veux grossir encore plus vite. Qu'est-ce qui m'emmerde aujourd'hui? C'est les humains qui pompent un maximum d'énergie. Et donc, une des théories est de dire que l'IA pourrait très bien, finalement, éradiquer la race humaine parce qu'elle a besoin d'énergie et que nous sommes les plus gros consommateurs d'énergie et que nous sommes le plus gros frein à l'IA, en fait. Demain, vous faites travailler des ordinateurs quantiques qui ont besoin d'énormément d'énergie et qui, du coup, sont produits à la chaîne par des IA. Vous mettez des milliers d'ordinateurs quantiques les uns derrière les autres. Tout ça avec l'énergie qui va, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus aucune limite, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, finalement, l'IA est capable non seulement de vous renseigner sur le passé, mais elle est capable d'imaginer le futur. Elle est capable d'imaginer, par exemple, il y a une IA qui existe sur « j'ai un nouveau business, est-ce que c'est un business qui peut être rentable? Est-ce que c'est un business intéressant? Et donc l'IA va être capable de vous dire, de A à Z, ah non mais alors ton idée elle est excellente, par contre attention, ce point-là, ce point-là, ce point-là, là tu merdes, là c'est bon, là il faut faire attention à ça. Est-ce que tu veux que je te fasse une étude de marché? Est-ce que tu veux que je te sorte le business plan? Est-ce que tu veux que je te sorte le business model? Tiens, je vais te donner tes tarifs de prescription, ce à quoi je pense. Tiens, on va générer le site internet qui va avec, on va générer les fiches produits, les machins, les bidules. En fait, ça vous fait tout. Il y a des mecs qui vont créer des boîtes en 3 minutes, montre en main, avec l'IA. Et qui fonctionnent. Et non, c'est pas tout le monde, et puis c'est des mecs qui étaient des pros du prompt. Mais voilà, 2028, autant vous dire que c'est vraiment, vraiment demain. Ça, c'est l'AGI, on vient d'en parler. 50% de chance, hein, voilà, ça c'est ce qu'on dit, c'est 50% de probabilité que l'AGI soit une réalité dès 2028.
c'est demain. Et comme tout est exponentiel, et que toutes les dates qu'ils annoncent finalement, elles sont réduites, 2028, ça sera peut-être 2027, 2026, donc c'est demain, c'est vraiment demain. Petite question, qui va utiliser l'IA demain, dans cette salle? Ah bah du coup tout le monde, c'est bien. Alors justement c'est très bien parce que, regardez, hop, je fais des formations. Si vous vous groupez par 4, c'est 100 € par personne. Donc ça fait 400 € pour 4 personnes, ça dure 4 heures. Et ça vous apprend à être autonome. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'après, vous ne soyez pas en train de cavaler après des informations de qui fait quoi, qui veut me former. Non, en fait, après ces 4 heures-là, vous saurez parler à l'IA. Et du coup, vous saurez trouver la bonne IA en fonction de votre sujet. Et vous saurez vous en servir et pouvoir avancer. Vous aurez enfin le vocabulaire adapté. C'est le plus important, en fait. Parce que vous pouvez continuer à galérer à trouver d'informations. Moi, aujourd'hui, grâce à l'IA, j'ai tous les jours des informations qui tombent sur les nouveaux sujets, et donc ça me permet de découvrir des nouveaux outils et d'avancer, quoi. D'accord? Mais le plus important, quand même, vérifiez à ce jour toutes les informations que l'IA vous donne. D'accord? C'est super important. Et quand on parlait d'IA, il y en a une dont je vous ai parlé au tout début qui s'appelle Perplexity, qui affiche systématiquement les sources et qui est très précautionneuse en vous délivrant les informations. Et je vous invite vraiment à utiliser celle-là, qui est gratuite, qui ne fait pas d'image, qui ne lit pas d'image, enfin si elle lit de l'image, je crois, mais qui ne fabrique pas d'image, mais par contre qui est vraiment très précise. Et c'est aujourd'hui l'une des plus précises dans le domaine. Perplexity. Est-ce que vous avez des questions? Oui. 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 Ben oui. Ah ben effectivement, ça dépend de plusieurs choses. De quand est-ce que tu l'as fait? Quelle IA tu as utilisé? Ouais. Il y a combien de temps? Ah ben, je pense que tu n'as pas écrit le bon prompt alors. Ah oui. Oui, alors, ben oui, il faut faire. Alors, attention, reviens en arrière. L'IA se sert de ce qui existe. Est-ce qu'il y a des sources fiables sur l'aménagement des combis? Il y a surtout des marques. Mais Wikipédia sur l'aménagement de combis, ça m'étonnerait qu'ils aient des tonnes et des tonnes d'illustrations. Tu comprends? Donc tout dépend du sujet sur lequel tu travailles. En revanche, si tu enlèves le mot combi et que tu parles d'aménagement, de petit espace et d'astuces, là, il va te sortir des choses qui peuvent t'aider. Tu comprends? Donc c'est tout ça c'est la compréhension de ton sujet, de l'IA à laquelle tu t'adresses et de comment tu lui poses la question. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Vous avez parlé de tout ce que l'IA peut nous apporter à nous. Oui. Et c'est vrai que dans l'autre sens, ce qui fait peur aussi, c'est de se dire si l'IA elle nous fait nos plans, nos 3D, nos mobiliers, tout ça, au final, on sert à quoi? Eh bien justement, ça c'est pas l'IA qui me l'a pendu, c'est bien moi. Moi, je me suis servi de l'IA pour le faire, pour aller plus loin. En fait, si j'avais pas eu l'IA, il n'y aurait pas de nez thermoformé, il n'y aurait pas d'électronique. C'est moi qui me servais là. C'est elle qui est mon esclave, pas l'inverse. Oui, mais ça veut dire que nos clients, ils n'auront plus besoin de nous. Non, non, ça veut dire que toi, tu vas pouvoir aller beaucoup, beaucoup plus loin et beaucoup, beaucoup plus vite pour faire beaucoup bien mieux, en fait. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Tous ceux qui vont rester à la ramasse, qui ne vont pas servir de l'IA, ben, ils vont perdre un temps considérable, ils vont toujours continuer à se faire chier à gérer leur devis, leur machin, leur bidule de la même façon. Alors que toi, justement, tu vas pouvoir te concentrer exclusivement sur la créativité. C'est ça notre métier. Notre métier, c'est pas d'être modeleur, c'est pas d'être administratif, c'est pas de gérer de la comptabilité, c'est pas ça notre métier. Notre métier, c'est de trouver une solution à un cahier des charges. Ça, l'IA peut t'aider, mais grosso modo, c'est ton style, ta patte, c'est tes idées. Moi, c'est ça que je mets en avant. Mon design à moi, c'est tout ce que j'ai dans ma tête. L'IA n'est qu'une passerelle pour transférer ce que j'ai dans ma tête sur un ordinateur. C'est tout. Si demain, une IA pouvait faire intégralement ce que j'ai dans la tête, je pars en vacances. Mais par contre, je passe tous les matins 10 minutes à expliquer à mon IA ce que je veux dans la journée, puis après, je suis libre. Et puis, je peux me consacrer à des choses qui m'intéressent. Voire à des projets blancs sur lesquels je vais m'investir à 200%. Servez-vous de l'IA pour justement mettre en avant votre créativité et votre savoir-faire. Et puis, cultivez-vous. On n'en a pas parlé, mais avec les IA, vous avez des normes. Les normes, c'est un travail considérable. Là, vous avez à disposition toutes les normes possibles et imaginables dans le monde entier, dans toutes les langues. Oui. Si on prend l'exemple du projet avec la mairie, Oui, Montreux. c'est donc l'IA qui t'a donné Oui. l'agencement.
Oui. les plans. Si par exemple la mairie, dans 2 ou 3 ans, fait appel directement à l'IA, Non, parce que non, parce qu'en l'occurrence, l'IA n'a servi à faire que l'implantation des logements sur le terrain. Le logement, c'est nous qui l'avons inventé. C'est nous qui avons trouvé les solutions, c'est nous qui l'avons rationalisé à 200%, minimisé, optimisé le moindre centimètre carré. C'est nous, pas l'IA. L'IA, elle n'est pas encore capable de ça, d'optimiser à 200%. Parce qu'il y a encore des idées humaines qui prévalent, et puis l'expérience. L'IA, elle a l'expérience de tous les architectes dans le monde, mais globalement, moi, si je suis un hyper pointu, ouais, d'accord, il faut que je me taise. Il y a Mathieu Agel qui me dit stop, coupe tout. Mais on peut en reparler après, dehors. Ok, je suis désolé. Hein. En tout cas, merci beaucoup. D'ailleurs, je vais vous demander juste de sortir par l'autre porte dans laquelle vous êtes rentré, pour ceux qui n'assistent pas à la conférence suivante. Merci.